Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne-Laure Gauthier, je travaille dans le service du professeur Halimi à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais vous parler plus précisément de la caractérisation des tumeurs oropharyngées par IRM de perfusion selon leur statut P16 plus ou moins. On verra à quoi ça correspond par la suite. Donc, d'abord, un bref rappel sur l'intérêt de s'intéresser à ce type de cancer. Les cancers oropharyngés sont les sixièmes cancers les plus fréquents dans le monde, particulièrement en Europe, en Amérique du Nord, où ils progressent depuis les 20 dernières années, et en particulier dans la population la plus jeune, les 15-45 ans, enfin les 18-45 ans, par rapport aux chiffres précédents où ça prédominait dans la population de plus de 55 ans. On compte sur les progressions de l'Institut de recherche du cancer sur une progression de l'incidence de plus de 65% jusqu'en 2035. Ceci parce que, à côté des facteurs de risque historiques que sont l'alcool et le tabac, qui sont en diminution dans les pays développés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, il existe une très nette progression de la part du virus dans la genèse des tumeurs oropharyngées, et en particulier d'HPV-16 qui est retrouvé dans jusqu'à 90% des tumeurs de la sphère ORL. Ceci parce que l'HPV, le papillomavirus, est une infection qui est très présente dans la population saine. Jusqu'à plus de 600 millions de personnes sont infectées dans le monde. La prévalence oropharyngée prédomine chez les hommes, alors que la séroprévalence prédomine chez les femmes. Et là aussi, comme chez les personnes malades, comme dans les tumeurs de l'oropharynx, c'est HPV-16 qui est majoritaire et qui représente jusqu'à 30% des papillomavirus oraux. Il existe une distribution bimodale du virus, un premier pic entre 25 et 30 ans, et ensuite un deuxième pic chez les personnes saines entre 50 et 55 ans qui serait dû à un défaut de clairance chez certaines personnes. Donc, quelle est l'association entre l'évolution du virus dans le monde en augmentation et l'évolution des cancers oropharyngés? Ça dépend du site d'atteinte du cancer. Donc, à gauche, il existe une progression du nombre de cancers, de l'incidence des cancers de la sphère oropharyngée et de l'amygdale sur les dernières années, associée à une explosion du nombre de virus retrouvés dans ces tumeurs. Donc, avant les années 2000, on avait une part de 40% des tumeurs qui étaient associées à la présence d'HPV. Désormais, on est plutôt autour de 70%, alors que les cancers laryngés sont en diminution, et parallèlement à ça, donc plus de 125%, pardon. Et parallèlement à ça, dans les cancers laryngés, il existe aussi une baisse de la part virale de ces cancers. Donc, on est passé de 22% avant 2000 à maintenant moins de 10%. Et on attend, entre autres, plus de 500 000 nouveaux cas de cancer induits par HPV dans le monde. Donc, les cancers qui sont liés à HPV ont quelques particularités par rapport aux cancers qui étaient liés à l'alcool et au tabac. Il n'y a pas tellement de modifications précancéreuses régionales, donc il y a moins de tumeurs synchrones et moins de tumeurs métachrones en général, et moins de récurrence parallèlement à l'augmentation de la prévalence virale dans ces tumeurs. L'action du virus va se faire en particulier sur l'angiogénèse via les oncoprotéines qui sont produites par le virus, avec l'action de CIS sur la dérégulation de VEGF qui va augmenter la perméabilité des vaisseaux qui sont moins matures, et les autres oncoprotéines qui vont agir sur l'immortalisation et favoriser la croissance tumorale. Donc, on reviendra sur l'intérêt de savoir que CIS agit sur la perméabilité plus tard. Donc, de ce fait, les tumeurs oropharyngées, HNSCC en anglais, liées à HPV, sont plus proches du cancer du col utérin, qui sont elles aussi liées à HPV, que d'un cancer du cou, de la tête et du cou, qui ne soit pas lié à HPV, mais plutôt à l'alcool et au tabac. Les spécificités cliniques des cancers qui sont liés à HPV par rapport à celles qui ne le sont pas, c'est que donc le siège va être plutôt oropharyngé et surtout la loge amygdalienne et la base de langue, que la tumeur est très lymphophile, qu'elle va infiltrer les relais ganglionnaires volontiers de façon kystique, et surtout que ces tumeurs liées à HPV ont
très net meilleur pronostic que les tumeurs qui ne sont pas liées à ce virus, que ce soit sur la survie, la mortalité ou la réponse thérapeutique. Et donc, ça va nous encourager en fait, à chercher des différences de perméabilité et des biomarqueurs d'imagerie afin de mieux orienter les patients, puisque ces patients-là répondent mieux à la radiochimiothérapie. Donc, il existe plusieurs biomarqueurs du virus. Classiquement, on utilisait la PCR et l'hybridation in situ, mais on a découvert qu'une protéine qui est une protéine du cycle cellulaire, qui n'est pas liée directement au virus, mais qui est surexprimée quand il existe dans le site tumoral, est fortement corrélée à HPV. Elle est très facilement détectable en immunohistochimie. Elle a une excellente spécificité et une excellente sensibilité. Et elle est d'interprétation plus facile pour les anatomopathologistes et d'un coût moindre. Comme la corrélation entre HPV et la meilleure survie des patients, il existe une très forte corrélation entre le statut P16 et la survie des patients au cancer. Il existe même des études qui montrent une supériorité du pronostic lié à P16 plutôt qu'à HPV. Donc là, c'est la prise en charge classique des patients qui arrivent dans notre service pour la prise en charge de leur tumeur ORL. Après le diagnostic initial, en général, il était réalisé une chimiothérapie où le patient était bon répondeur, où il était mauvais répondeur. Et dans ce cas-là, on réalisait ou une autre radiochimiothérapie ou une chirurgie de rattrapage quand c'était possible, voire des traitements palliatifs. Quel est l'intérêt de l'imagerie de perfusion, de perméabilité, l'imagerie fonctionnelle? C'est dès le départ, avant même la chimiothérapie, de pouvoir repérer les patients qui vont répondre ou non correctement à la chimiothérapie et de trouver des biomarqueurs qui vont dans ce sens-là. Donc on réalise chez tous les patients qui ont un bilan de routine diagnostic initial de tumeur oropharyngée une imagerie de perfusion en plus. On analyse les biomarqueurs quantitatifs et ça nous permet, on veut essayer de voir s'ils vont être bons répondeurs et dans ce cas-là, continuer la radiochimiothérapie, voire vérifier à 3 cycles l'imagerie de perfusion, savoir s'ils sont toujours bons répondeurs ou mauvais répondeurs. Ou alors, dès le départ, avant la chimiothérapie, de savoir s'ils vont être mauvais répondeurs afin d'aller plus vite vers la chirurgie sur un terrain qui sera moins remanié par une éventuelle chimiothérapie inefficace ou aller au palliatif. Donc, quel est le principe de l'imagerie de perfusion? C'est d'étudier la microcirculation au sein des capillaires, de trouver des données morphologiques et fonctionnelles. Et ces données morphologiques sont plus précoces qu'à l'échelle de l'organe, comme quand on mesure la volumétrie. Elles sont plus spécifiques et sensibles que les caractéristiques morphologiques et elles permettent d'évaluer la réponse thérapeutique. Donc là, vous avez un tissu normal avec des vaisseaux qui sont d'aspect normal. Sur un tissu tumoral, la néoangiogénèse aboutit à des vaisseaux qui sont non matures, plus perméables et anarchiques. Et sur un tissu normalisé après traitement, on tend à retrouver une vascularisation plus équilibrée, moins perméable et moins anarchique. En pratique, pour nous, pour l'imagerie, il va s'agir d'étudier le schéma de rehaussement du tissu d'intérêt. Donc, on va acquérir les images centrées sur la tumeur, qu'on aura repérées sur les séquences initiales de T2 conventionnelles. Et après l'acquisition des phases de perfusion, dessiner un ROI sur la région tumorale et obtenir des courbes d'intensité de signal dans la région tumorale. Donc à la console, il faut faire une séquence de perfusion de type T1, une acquisition multiphasique en résolution temporelle fine. Donc la première partie de la courbe, qui est la partie de perfusion, est celle qui nous oblige à avoir une résolution temporelle très fine puisque l'évolution de la courbe est très rapide, et une durée d'acquisition qui doit être très longue puisque la deuxième partie, ensuite, sera l'analyse des paramètres de perméabilité qui se font sur la longueur. Il est important de réaliser l'acquisition des images avant même de faire l'injection pour avoir une ligne de base qui est très importante pour analyser la suite de la courbe, d'injecter en bolus. Et ensuite, l'ensemble des données sera post-traité pour en tirer les caractéristiques microcirculatoires semi-quantitatives et quantitatives.
Donc, le schéma de courbe de rehaussement avec la première partie de courbe qui concerne surtout les paramètres de perfusion et la deuxième partie de courbe qui nous oblige à avoir un temps d'acquisition long qui concerne les paramètres de perméabilité. Ici, l'analyse semi-quantitative. Donc, la courbe de rehaussement artériel avec le pic artériel, le pic de recirculation et le lavage, et la courbe verte qui concerne l'acquisition sur la lésion. Le premier paramètre de semi-quantitatif, c'est le wash-in, la pente de rehaussement, le wash-out, la pente de lavage, la hauteur du pic, et le TME qui équivaut au time to peak, qui est le temps nécessaire pour arriver au pic. L'air sous la courbe. L'analyse quantitative qui nous a intéressé aussi, qui étudie la physiologie du réseau microcirculatoire selon un modèle mathématique, il y en a plusieurs qui existent, et dont il est important d'avoir la fonction d'entrée artérielle. Ça permet de s'affranchir des variations qui sont liées au mode d'injection et au mode circulatoire du patient, ce qui permet donc d'avoir une reproductibilité inter-patient ou intra-patient avant et après traitement, par exemple. Donc, il est important de reproduire très fidèlement les conditions d'acquisition dans un même centre et même entre les centres. Il est préférable aussi de faire une acquisition de T1 mapping avant l'injection, ou alors on peut utiliser aussi un T1 théorique. Le modèle de perméabilité que nous avons utilisé, c'est le plus fréquemment utilisé, c'est le TOFT ou le TOFT étendu. Donc, qui nous permet d'étudier les échanges qui se font entre un compartiment qui est plasmatique et un compartiment qui est l'interstitium extravasculaire, extracellulaire. Je vais juste faire un rappel sur le KEP, qui est la constante de vitesse de reflux de l'interstitium vers le compartiment intravasculaire, avec les fractions volumiques sanguines et les fractions volumiques interstitielles. Donc, le but de notre étude, dont on voit ici les résultats préliminaires, c'était d'établir s'il existait des caractéristiques microcirculatoires qui différaient entre les tumeurs selon qu'elles soient ou non liées à la présence du virus. Et donc, dans ce cas-là, nous, on a recherché des biomarqueurs de perméabilité qui soient corrélés au statut P16, puisqu'on a vu que P16 était corrélé au statut HPV. De prédire la réponse au traitement conservateur en fonction de ces biomarqueurs afin de trouver des bons répondeurs, et de stratifier précocement pour adapter la prise en charge des patients, afin d'éviter une chimiothérapie qui pourrait être utile chez certains patients, et d'aller plus vite à la chirurgie de rattrapage ou un autre traitement pour améliorer leur prise en charge. C'était une étude rétrospective monocentrique, étalée de novembre 2013 à avril 2015, sur 30 tumeurs oropharyngées. Tout était, dont le statut P16 était recherché pour tous les patients. L'IRM diagnostic initial de routine était celle qui nous servait à faire l'IRM de perfusion. On post-traitait l'ensemble des résultats avec le logiciel Oléasphère pour étudier les paramètres de perméabilité selon le modèle TOFT étendu, qui est donc celui qui est le plus utilisé, sur un test de Mann-Whitney non paramétrique. Donc, ça, c'est le premier tableau qu'on obtient quand on gère le patient avec Oléasphère. Donc, vous avez ici la courbe de rehaussement artériel qui est de très bonne qualité et une courbe de rehaussement tumoral sur une ROI posée sur les cartes paramétriques au sein de la tumeur, qui est une amygdale droite ici. Donc ça nous permet d'avoir l'analyse de la courbe, d'étudier le wash-in, le wash-out, l'air sur la courbe et le time to peak. Ensuite, avec l'ensemble des cartes paramétriques, on peut obtenir des résultats quantitatifs. Et dans ce cas-là, il va falloir tracer une ROI sur l'ensemble des courbes qu'on a acquises, et ce qui va nous permettre d'isoler le volume entier de la tumeur dans le volume d'acquisition. Donc la sélection de la ROI, c'est tout ce qui a été grisé dans l'amygdale. Donc on fait le tour de la tumeur sur l'ensemble des coupes du volume d'acquisition. Et ça nous permet de récupérer des résultats en fonction du modèle mathématique qui a été choisi, ici TOFT, sur les différentes variables du modèle choisi. Les résultats qu'on a obtenus sur nos 30 patients, 19 patients étaient P16+, 11 patients étaient P16 négatifs, ce qui correspond à peu près aux données qu'on retrouve dans la littérature, traités avec Extended TOFT et Mann-Whitney.
Sur les paramètres semi-quantitatifs, il existait une différence significative de washing avec un washing qui était plus important sur les patients P16+, un temps au pic qui était aussi plus rapide chez les patients P16+, pour un petit p à 0,01, et une constante KEP qui était nettement différente ici entre les deux groupes et qui était une constante de reflux plus importante chez les patients P16+. Donc, pour la signification des résultats dans la population P16+, donc les cancers qui sont liés à HPV, le KEP augmenté traduirait une meilleure perméabilité capillaire. Ça traduit le débit de retour du produit de contraste entre l'agent extracellulaire et vers l'espace intravasculaire. Et ça permet, le KEP permet de s'affranchir du flux sanguin dont dépend partiellement K-trans, qui est un paramètre qui est calculé et dont il est difficile de savoir quelle est la part de perméabilité ou de perfusion. Donc on pourrait traduire ça par le fait que les tumeurs HPV+ sont peut-être des tumeurs qui sont moins différenciées, avec surtout des vaisseaux qui sont moins matures et plus perméables. Et ça pourrait peut-être expliquer qu'il y ait une meilleure réponse à la chimiothérapie, peut-être par une meilleure pénétration des drogues cytotoxiques dans la tumeur. Les autres résultats qui ressortaient, c'était des résultats semi-quantitatifs. Donc d'abord le TME, qui est le temps nécessaire pour atteindre le pic, qui donc traduit un rehaussement maximal qui est plus précoce dans la population P16 et qui va donc aussi dans le même sens que le résultat précédent. De même pour le washing qui était augmenté dans la population P16 avec une pente qui était plus raide. Donc l'intérêt de ces résultats, c'était de montrer qu'il existait ici une corrélation entre les patients P16+, donc avec une information sur le pronostic et les paramètres de perméabilité, ce qui nous permettrait de stratifier les patients pour une meilleure prise en charge plus adaptée par patient. Les limites, c'était que c'était quand même une petite cohorte, 30 patients, et que c'était un travail rétrospectif. Donc il faudrait qu'on fasse une étude prospective à plus grande échelle et étendre l'étude à 3 cycles pour voir vérifier le sens des variations des paramètres de perfusion de perméabilité avec le traitement et la réponse au traitement, et voir de le corréler à d'autres biomarqueurs, comme il a été montré dans d'autres études et méta-analyses. Donc les tumeurs liées à HPV ont un paramètre de perméabilité qui est significativement plus élevé que les tumeurs qui ne sont pas liées au virus. Elles sont de meilleurs pronostics parce qu'elles ont une meilleure réponse au traitement conservateur, et donc on pourrait penser que ces paramètres de perméabilité qu'on retrouve avec l'IRM fonctionnel puisse être un facteur prédictif de réponse thérapeutique. Le but, c'est de valider les modifications du signal à 3 cycles pour adapter le traitement et permettre un pas vers la médecine personnalisée, voire même de trouver des paramètres de perméabilité de bons répondeurs, quel que soit le type de tumeur, quel que soit le statut P16 ou HPV, afin de savoir si le patient, oui ou non, répondra bien à un traitement conservateur radiochimiothérapie. Je vous remercie.